Honorable assistance, mesdames et messieurs, bonjour. Que ce mois sacré vous apporte paix, bonheur et prospérité. Il est désormais évident que toutes les entreprises visant à exploiter le maximum de la valeur ajoutée qu'elles créent à travers ces marques et pérenniser ces parts de marché doivent se montrer proactives et faire bon usage des outils et mécanismes de propriété industrielle qui sont à sa disposition. Elle peut s'informer, se protéger à travers le dépôt des titres nationaux, éventuellement l'extension de ces droits à travers les voies internationales qui sont à leur disposition, mais surtout faire valoir et défendre ces droits grâce à un ensemble de mesures préventives et répressives prévues par le cadre légal de la propriété industrielle et commerciale, en l'occurrence les mesures aux frontières qui permettent la suspension de marchandises ou de produits soupçonnés d'être des contrefaçons et portant atteinte à des droits antérieurs. Tel est l'objet de ce webinaire organisé par l'OMPIC en partenariat avec l'administration des douanes et impôts indirects. Je tiens dans ce sens à remercier Monsieur Khamsi, qui est chef de service de la coordination des contrôles en frontières, et Madame Slouhi Btissem, qui est chef du bureau des droits de propriété intellectuelle à l'ADI, d'être ici parmi nous, et ma collègue Madame Ednani Amina, qui est chef de service cadre légal de propriété industrielle et affaires juridiques à l'OMPIC, et qui vont passer bien évidemment en revue les principaux éléments d'information concernant les mesures de frontières comme mécanisme juridique de prévention anti-contrefaçon. Aussi, n'hésitez pas à nous faire parvenir au fur et à mesure de vos questions via l'onglet questions-réponses. Nos intervenants seront heureux d'y répondre en fin de séance. En transition, je cède la parole à Madame Ednani. Merci Madame Louakil. Merci à vous, merci à Siromsi d'être présent parmi nous et Madame Slouhi bien sûr. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va entamer d'abord le cadre juridique qui a imposé la procédure des mesures aux frontières au niveau marocain. Donc, on va essayer de voir la notion des mesures aux frontières, le cadre juridique national et international et les effets liés à la procédure des mesures aux frontières. Donc, la notion de mesure aux frontières est née des échanges commerciaux généralement qui peuvent se heurter à des distorsions, bien sûr, et des entraves. Donc, pour assurer un commerce légitime et une protection efficace et suffisante des droits de la propriété industrielle, des mécanismes ont été instaurés afin de trouver un équilibre entre les deux notions. Donc, c'est dans ce but que pour contrer le phénomène du commerce des marchandises de la contrefaçon à l'échelle internationale, un accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce a imposé aux États membres de l'Organisation mondiale de commerce, l'OMC, d'adopter des mesures et des dispositions relatives au respect des droits de la propriété intellectuelle. Donc, cet accord, qui est un accord multilatéral en matière de propriété intellectuelle, est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Donc, il a énoncé certains principes généraux applicables à toutes les procédures relatives à la propriété intellectuelle et il contient, entre autres, certaines dispositions relatives aux procédures et mesures correctives civiles et administratives, aux mesures provisoires, aux prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière et aux procédures pénales qui indiquent les procédures et les mesures correctives devant être prévues pour permettre à ceux qui détiennent des droits de les faire respecter efficacement. Donc, comme je viens de le rappeler, la partie 3 au niveau des ACPIC a énoncé les 5 principes ou bien les moyens pour faire respecter les droits de la propriété intellectuelle. L'objet de ce webinaire, bien sûr, est de mettre en relief et en exergue un peu la procédure relative à la frontière, aux mesures à la frontière. Plus spécialement, les articles 51 et 61, ils ont étayé un peu le contenu que doit contenir les législations nationales en matière de cadre juridique qui réglemente les mesures aux frontières.
Donc, il y avait la suspension de la mise en circulation par les autorités douanières. Il y a la notion liée à la demande, comment elle doit être la demande, la caution ou la garantie équivalente, l'avis de suspension, la durée de cette mesure de suspension, l'indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises, le droit d'inspection et d'information, donc l'action menée d'office, les mesures correctives et les importations de minimis. Donc, durant ces 10 articles, selon ces 10 articles, on doit voir le cadre général imposé et réglementé au niveau international. Et les accords sur les ATPIC a laissé le choix pour les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce d'instaurer et d'implémenter le cadre juridique national de ces mesures pour lutter contre la contrefaçon, plus spécialement les mesures provisoires et préventives en matière de lutte contre la contrefaçon aux frontières. Au niveau national, il y a lieu de rappeler que le cadre qui régit la propriété industrielle au Maroc est réglementé par une ancienne loi de 1916 qui a été modifiée en 1938, modifiée en 2004 et modifiée en 2006. En 2006, il y avait l'introduction de la notion de mesure aux frontières par la loi 1797, telle que modifiée et complétée par la loi 3105. Donc l'introduction de cette mesure préventive a été instaurée dans les articles 176.1 à 176.8. Donc il y a lieu de rappeler que le législateur marocain a essayé de mettre en œuvre cette mesure aux frontières au niveau de ce chapitre et dans ces articles. Donc il y a lieu de rappeler qu'il y a la notion de suspension de la mise en libre circulation des marchandises par l'administration des douanes suite à une demande. Il a réglementé les conditions de fond et de forme de la demande, la suspension de la mise en libre circulation des marchandises d'office qui sont opérées par l'administration de la douane, la qualification des marchandises contrefaites par décision judiciaire, les mesures correctives qui ont lieu de mentionner, et bien sûr les exclusions. Aussi, le législateur a émis dans un décret et laissé dans les articles 74.5 et 74.6 les modalités, si on peut dire, des demandes ou bien des modèles établis par l'administration de la douane. Que Serhomsi va essayer et Madame Slouhi va essayer d'examiner après. Sans tarder, donc il y a un renvoi à un arrêté. Donc il y avait lieu d'avoir un arrêté conjoint entre l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et l'autorité gouvernementale chargée des finances pour mettre un peu en œuvre les modalités sur l'application de ce chapitre sur la propriété, sur les mesures aux frontières. Alors, si on revient aux dispositions juridiques établies par les articles cités auparavant, donc on trouve le champ d'application. Lorsqu'on parle des mesures aux frontières, le champ d'application de ces mesures concerne les marchandises importées, exportées ou en transit. Un autre point qui est réservé aux mesures aux frontières, c'est les marques, les indications géographiques et les appellations d'origine protégée. Donc, il y a lieu de rappeler que pour les indications géographiques et l'appellation d'origine protégée, ils ont été introduits dans la loi 1797 telle que modifiée par la loi 2313 en 2014. Donc, c'est une modification et un apport de la nouvelle loi telle qu'elle a été modifiée en 2014. Alors, si on revient pour qui doit agir ou bien la qualité d'agir, le législateur a émis deux notions différentes de la qualité pour agir. D'abord, il y a le propriétaire de la marque ou bien le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.
Donc, c'est sur demande, à la demande d'un propriétaire ou bien du bénéficiaire d'un droit. Et il y a l'administration des douanes qui agit d'office, donc selon la réglementation qui régit cette mesure. Pour les exclusions, le législateur, il a mis le principe, mais en même temps, il a émis des exclusions concernant les marchandises sans caractère commercial qui sont contenues en petite quantité dans les bagages personnels des voyageurs et les marchandises expédiées en petit envoi à usage personnel et privé. Donc, ça fait partie des exclusions où cette mesure ne peut pas s'appliquer. Un autre point a été réglementé au niveau de la loi 2313, les délais. Donc, il y a 2 délais qu'on doit soulever. Donc, le premier délai concerne la validité de la demande. Donc, la demande de suspension est valable pour une durée d'1 an ou pour la période de protection de la marque restant à courir lorsque celle-ci est inférieure à 1 an. Le deuxième délai, c'est le délai de validité de la décision de suspension. Donc, 10 jours ouvrables à compter de la notification de la mesure de suspension. Alors, après avoir présenté le cadre légal, après avoir présenté le cadre de la procédure, il y a lieu de voir quels sont les effets liés à la procédure des mesures aux frontières. Donc, lorsqu'un demandeur des mesures aux frontières a déposé une demande de mesure, donc il est tenu de procéder à des mesures judiciaires, que ce soit dans le cas des mesures prises suite à une demande, donc les articles 166.2, ou bien celles prises d'office par l'administration de la douane dans l'article 176.4. Donc, l'objet de ces mesures, d'abord, soit de procéder à des mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le Code de la procédure civile et la loi sur la création des juridictions de commerce, soit d'intenter une action en justice et de constituer les garanties fixées par le tribunal pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. Donc, l'objet, c'est que cette action visée est celle ayant pour objet le fond du litige concernant le droit sur la marque. Donc, de ce fait, le tribunal est tenu de déterminer une garantie qui doit être constituée par le bénéficiaire de la mesure douanière. Alors, il y a lieu de rappeler, dans le cadre des actions en justice, on énumère des actes de contrefaçon. Le législateur et la jurisprudence ont défini l'acte de contrefaçon en ce qui concerne les mesures aux frontières, entre autres les actes d'imitation. Donc, on peut parler de contrefaçon lorsqu'il y a une imitation qui suppose que l'auteur de l'acte choisi pour identifier ses produits et services identiques ou similaires, à ceux désignés sous une marque protégée, un signe proche de celle-ci, de sorte qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public. Autre chose, c'est que lorsqu'on parle des mesures aux frontières, on doit parler de système d'importation et d'exportation. Donc, toute importation des produits revêtus d'une marque contrefaite, importation des produits revêtus d'une marque frauduleusement apposée, l'exportation des produits revêtus d'une marque contrefaite et l'exportation des produits revêtus d'une marque frauduleusement apposée constituent des actes de contrefaçon qui rentrent dans le cadre de la mesure aux frontières. Alors, par rapport aux effets, donc un titulaire de propriété industrielle et surtout de marque et d'indication géographique doit, avant d'engager une action pour lutter contre la contrefaçon, se livrer à une analyse objective de la situation d'atteinte à ses droits en vue de déterminer la solution la plus appropriée. Donc, cette analyse, elle concerne la validité de son droit de propriété industrielle, l'étendue de son droit
et éventuellement sa valorisation, la possibilité d'obtention des preuves des atteintes à ces droits, les qualifications possibles de ces atteintes et l'évaluation du préjudice engendré par ces atteintes. Donc enfin, on peut dire que la partie qui a subi la procédure des mesures aux frontières peut demander l'indemnisation pour abus d'utilisation de ce droit. Donc l'article 176.2 dispose que le demandeur de la procédure est tenu de constituer des garanties fixées par le tribunal pour éviter tout abus d'utilisation du droit de demande de suspension de la mise en libre circulation des marchandises. Donc le montant de la garantie exigée du demandeur de la procédure ne doit pas être exagéré pour ne pas constituer un obstacle à la demande de suspension de la mise en libre circulation des marchandises. Mais en même temps, ce montant ne doit pas être négligeable de telle façon qu'il puisse garantir une indemnisation adéquate le cas échéant. Donc, conformément à l'article 176.6, dans le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites, l'importateur peut demander au tribunal des dommages et intérêts versé à son profit par le demandeur en réparation d'éventuels préjudices subis. Donc, après cette brève démonstration du cadre juridique, de la notion des mesures aux frontières et bien sûr des effets de la procédure au niveau judiciaire et administratif, il y a lieu de se rappeler le fondement même de la mesure, comment la procédure est établie au niveau de l'administration de la douane et telle que définie par l'arrêté conjoint et les circulations qui sont mises en œuvre par l'administration de la douane dans ce constat-là. Merci. Merci beaucoup, Madame Adnani. Donc, on passe directement aux modalités d'intervention de l'ADI à travers une intervention co-animée par Monsieur Khoumsi et Madame Mislohi. À vous la parole, Monsieur Khoumsi. Merci beaucoup, Madame le Wakil. Merci beaucoup pour les présentations, le tableau de bord qui est un peu présenté dans votre présentation concernant le cadre législatif, Madame Adnani. Pour ce qui est de l'administration des douanes, comme il a été exposé, la législation a fixé pour l'administration des douanes les attributions des mesures aux frontières. Ces mesures aux frontières devaient être maintenant concrétisées sur le tas pour permettre, bien entendu, aux sociétés, je dirais moi, aux opérateurs qui demandent en fin de compte la demande de suspension de la mise en libre circulation des marchandises soupçonnées de contrefaire leurs produits. Alors, à vrai dire, cette circulaire dont on a parlé, l'administration des douanes, depuis 2006 jusqu'à nos jours, elle a publié 3 circulaires. À vrai dire, c'est une seule circulaire qui a maturé à 3 niveaux dans le temps, en 2006, en 2016 et puis en 2021. La première, c'était la circulaire qui a expliqué ce que doit faire un opérateur auprès de l'administration des douanes pour protéger sa marque. Quand je dis un opérateur, qui pourrait être soit un propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle ou un de son mandataire, et 2016 qui a introduit la notion de dématérialisation, de la notion de prise en charge de ces demandes pour arriver en 2021, peut-être avec l'influence du Covid-19 qui a un peu limité les mouvements intervilles et même au sein des villes, pour permettre donc à ces opérateurs donc d'introduire à distance leurs demandes sur une plateforme bien entendu faite à cet égard, à cet effet. Comme vous le voyez, l'intervention donc je vais vous présenter maintenant ce que sont les modalités généralement qui sévissent pour permettre d'appliquer les mesures aux frontières. Donc, sur demande du propriétaire généralement de la marque, comme j'avais exposé, ou du bénéficiaire d'un droit de propriété intellectuelle pour qu'il dépose cette demande auprès de l'administration des douanes, sur la base d'une ordonnance judiciaire, et là c'est la différence parce que il y en a certains cas où des propriétaires qui ne sont pas avertis en temps voulu de l'existence de cette
de ce service de l'administration des douanes d'intervenir pour la suspension de la mise en libre circulation des produits contrefaits. Et comme c'est une procédure qui devait prendre du temps pour l'instruction du dossier, l'examen de la demande et ainsi de suite, ils peuvent intervenir directement auprès de la justice et ramener une ordonnance judiciaire qui peut donc remplacer, je dirais moi, l'action donc de dépôt de demande auprès de l'administration des douanes. Il y a aussi l'intervention d'office. Depuis 2014, l'administration des douanes s'est dotée d'une attribution au sein donc, du Code des douanes, au sein de l'article 285, pour intervenir d'office en l'absence aussi bien d'une demande de propriété ou d'une ordonnance judiciaire. On va en présenter tout à l'heure. L'intervention sur demande, c'est le premier cas dont on a parlé tout à l'heure. Généralement, il est fait sur le système et présentation d'un ensemble d'éléments qui permettent au service des douanes d'instruire sa demande. Généralement, les éléments concernant l'identification du demandeur, la qualité par rapport à la marque, c'est-à-dire ce demandeur, est-ce qu'il est propriétaire, est-ce qu'il est représentant, et ainsi de suite, les coordonnées du titulaire du droit ou de son mandataire, bien entendu. Généralement, il y en a des marques internationales qui déposent, enfin, qui soumettent cette activité, enfin, je veux dire ce droit de propriété intellectuelle. Un représentant, un mandataire qui pourrait être un conseiller en propriété intellectuelle. Je crois qu'il y a toute une liste émise par le département du commerce sur ces conseillers en propriété intellectuelle qui sont habilités donc à prendre en charge, je dirais moi, les demandes de protection de ces opérateurs. Il y a aussi la marchandise. Est-ce qu'elle est une marchandise enregistrée? La durée, tout ça, ça existe généralement dans le document fourni par l'ANPIC, ce qu'on appelle l'attestation de la marque, qui est fourni pour justifier que cette marque elle est à la disposition de telle personne ou tel opérateur. Et il y en a une partie qui relève des informations sur les marchandises soupçonnées, c'est-à-dire, comme vous le savez, l'administration des douanes elle a un angle un peu relativement large sur la panoplie de contrôle, sans rappeler pour ceux qui s'adonnent beaucoup plus aux opérations d'import-export qu'on établit des contrôles a priori, des contrôles immédiats, des contrôles a posteriori, des contrôles et ainsi de suite. Donc nous avons un angle aussi large pour aider le service donc, à faire un peu le nécessaire en matière de protection. Il est exigé certains éléments comme le code SH, les pays de provenance, les personnes soupçonnées. Par exemple, s'il trouve dans le marché qu'il y en a des sociétés qui marchandent par des produits qui contrefassent leurs produits, les catalogues, les prospectures, enfin, on doit avoir toute information nécessaire pour nous aider, en fin de compte, à examiner et à instruire la demande. Généralement, quand vous rentrez dans le système BATRE, et là je dois seulement rappeler pour ceux qui sont demandeurs auprès de l'administration des douanes, il y a quelque chose qui devait être préalablement mise au point avant donc de démarrer le dépôt, c'est qu'il faut avoir donc un moyen qu'on appelle une clé PKI avec le système de sécurité du système d'information de l'administration des douanes. Donc l'accès au système de l'administration des douanes devait passer par une clé PKI qui regroupe un peu toutes les informations du demandeur. Et ce demandeur devait d'abord donc se procurer en fin de compte cette clé auprès de Barit e-Sign, c'est-à-dire la Poste, et de la faire admettre au niveau du service informatique de l'administration des douanes pour qu'elle puisse lui permettre donc d'accéder au système BATRE, lequel lui ouvre je dirais moi ces commandes que vous voyez donc à l'écran. Donc généralement pour créer une demande de suspension ou pour la modifier dans la mesure où vous êtes dans les 24 heures, parce que, comme vous savez, la modification n'est pas ouverte tout le temps, mais on donne un moment, parce qu'on peut faire des erreurs, on peut oublier quelque chose et ainsi de suite. Donc la modification qui devait se faire dans les 48 heures qui se fasse. Pour les services que vous avez, il y en a certains qui peuvent les avoir pour avoir des recherches
mais c'est des recherches propres à leur demande préalable pour s'assurer, par exemple, si elle est toujours en instance, si elle est donc examinée ou autre. Par la suite, nous avons je vais voir presque 4 présentations. Je vais céder la parole à mon assistante sur ce volet, qui va vous expliquer un peu le contenu finalement de ce formulaire qui sort quand vous rentrez pour la création donc d'un formulaire et ainsi de suite. Et là, vous avez la parole, madame. Oui. Donc, comme il a été déjà expliqué, dans le cadre et dans un souci de la proximité, donc de réaliser un service de proximité au profit des opérateurs économiques, on est passé, l'administration de douane et impôt indirect est passée progressivement à une administration qui est zéro papier. Donc, dorénavant, donc, toutes les demandes de suspension de libre en circulation des marchandises peuvent être déposées sur le système BAD. Nonobstant, donc l'accès au système donc, il est conditionné par l'obtention du clé PKI afin de sécuriser notre système et avoir un circuit qui est fermé. Donc, la demande, donc l'interface PAD donc, se présente comme suit. Nous avons donc, comment dire? Donc, la demande la demande électronique se présente comme suit. Donc, vous avez une icône de renouvellement au cas où il s'agit donc d'un dépôt pour une seconde fois. Donc, une seconde fois. La référence à les dossiers, ce sont des éléments donc, qui sont réservés au service gestionnaire de l'administration centrale. La date de suspension ainsi que la date de fin de suspension, ce sont des éléments qui concernent donc, le traitement de votre demande. Par ailleurs, donc, vous serez obligé donc, de pouvoir donc, insérer donc, le mandataire, c'est la personne qui a été désignée pour représenter la marque, surtout lorsqu'il s'agit d'une marque internationale. Et à cet effet, je tiens à souligner, pour les marques internationales, le mandataire doit obtenir obligatoirement du titulaire de la marque un pouvoir qui est notarié et qui justifie la qualité de la personne qui a signé de ce pouvoir. Lorsqu'il s'agit d'une marque qui est nationale, donc une procuration légalisée auprès des autorités compétentes, elle est nécessaire pour justifier le mandat qui a été octroyé au cabinet de conseil en propriété intellectuelle. Le nom de la DPI. Le nom de la DPI et le type de la DPI, ce sont des éléments qu'on peut recueillir à partir de l'attestation de vente qui est livrée par le Bureau marocain de la protection de la propriété industrielle et commerciale. Donc le nom de la marque, le type de la marque, s'agit d'une marque qui est mixte, une marque figurative, une marque qui est dénominative, ainsi que le numéro d'enregistrement de la marque et la date de son enregistrement au niveau de l'ANPIC. Il y a lieu, au niveau de l'attestation de l'ANPIC, vous avez donc un certain nombre de classes, ce sont la classification des NIC de Nice, il suffit juste de sélectionner les classes qui sont concernées par la protection. Et il vous revient de voir donc, sur l'attestation des classes qui sont concernées par la protection. La deuxième page elle concerne beaucoup plus, donc on travaille dans un cadre de partenariat avec le secteur privé. Donc il serait intéressant, si vous avez des informations sur d'éventuels opérateurs économiques, personnes physiques ou personnes morales, donc qui procèdent à des importations frauduleuses de la marque objet de la protection, donc vous avez un champ pour pouvoir insérer des informations concernant la raison sociale de ces sociétés ou bien des indications sur des éventuelles personnes morales afin de pouvoir les cibler dans d'éventuelles opérations d'import. Donc, une fois la demande de suspension elle a été enregistrée, le système vous octroie automatiquement un numéro. C'est un numéro de référence, donc on reprend une série chronologique avec l'année de la création. Et ce numéro, il vous permet de pouvoir suivre votre demande sur le système, de savoir donc si elle a été traitée ou bien en attente de traitement, mais également de vérifier si donc elle a été validée ou bien éventuel renouvellement. L'objectif de ce système, il permet aussi bien en tant qu'opérateur économique de faire donc le suivi de votre demande, mais nous permet nous aussi, surtout aux agents de première ligne, donc de pouvoir suivre la demande et pouvoir vous contacter dans le bref délai. À cet effet, donc, il y a le souligné qui est très très important de pouvoir servir donc les éléments exacts de vos coordonnées, vos adresses, vos numéros de contact, téléphone, adresse mail, afin que les inspecteurs de première ligne pouvoir rejoindre et pouvoir faire la procédure nécessaire dans les délais qui sont fixés par la réglementation en vigueur. Donc, une fois votre demande elle a été créée, automatiquement, donc le système vous envoie donc un mail
à votre adresse email qui a été insérée au moment de la création pour vous informer que votre demande elle a été créée avec succès, qu'elle a obtenu un numéro d'enregistrement, mais également, donc, vous pouvez donc la suivre sur le système. Vous disposez d'un délai de 48 heures pour pouvoir la modifier au cas où vous vous êtes rendu compte qu'il y a une modification. Sinon, donc, le bureau central qui est chargé de la gestion de ces demandes, il est toujours à votre écoute pour pouvoir donc, procéder aux modifications nécessaires au fur et à mesure. C'est bon. C'est bon. Je cède la parole à Manger. Merci. Merci, Madame Tissem. Je reviens pour dire que l'intervention sur demande, comme il a été donc annoncé tout au départ, et il a été expliqué un peu l'ensemble des éléments qui devaient figurer dans la, je dirais dans la demande, qui permettent donc au service donc d'instruire ce dossier, cette demande. La douane informe directement. Il y a ce qu'on appelle automatiquement, il y a ce qu'on appelle, pardon, excusez-moi. Automatiquement, on arrive soit à un rejet définitif, soit à un rejet parce que les documents manquent, soit on accepte. Et quand on accepte, il y a une émission d'une décision qui est transmise directement au demandeur, et avec bien entendu la validité pour une année, comme il a été donc cité tout à l'heure dans le cadre législatif par Madame Adnani, et qui dit que les trois cas, donc ils reviennent à une décision. Donc décision de rejet, décision donc de compléter le dossier ou décision d'acceptation de la demande. L'intervention, donc en cas de soupçon de contrefaçon, la douane suspend la mise en libre circulation. Comment ça se passe? Ça se passe au niveau de la frontière. Et ces informations, une fois on a décidé par décision positive, c'est-à-dire on a accordé cette protection et que le dossier donc renferme toutes les conditions de sa prise en charge, le service à la frontière et à l'arrivée d'une marchandise, il y a ce qu'on appelle le traitement du dossier, ce qu'on appelle l'analyse documentaire via l'importation. Et c'est dans ces analyses documentaires que s'il y a une marque qui est enregistrée dans le système et on a consulté, on a trouvé, on informe l'importateur par les éléments qui ont été donc introduits lors de la demande, que ce soit le numéro, soit le email, soit l'adresse exacte, cela dépend. Et une fois l'opérateur présenté au sein donc auprès du service des douanes, il lui est accordé, comme il est législativement et réglementairement donc exigé, 10 jours ouvrables pour ramener ce qu'on appelle une mesure conservatoire d'un jugement référé pour bloquer cette marchandise dans l'attente d'introduire une intentation dans le fond dans une durée de 30 jours. Donc, si, et là je reviens directement, si par exemple ces 10 jours ne sont pas respectés, cette marchandise elle sera libérée. Si la marchandise elle est bloquée par les 10 jours, elle attendra indéfiniment jusqu'à l'arrivée d'une décision judiciaire qui va lui donner un sort, soit c'est contrefait et doit être un peu détruite, soit ce n'est pas contrefait et il va y avoir une main levée. Et dans ce cas-là, le titulaire doit constituer une garantie fixée par le tribunal pour couvrir, et ce sont des éléments de garantie donc vis-à-vis donc de la prise en charge au niveau judiciaire de cette cette demande, de cette intentation. Alors, 2 cas de figure. La marchandise auprès du tribunal, soit elle est jugée contrefaite, soit elle n'est pas contrefaite. Je dis très bien, s'il n'est pas contrefaite, automatiquement, ces garanties dont j'avais parlé donc, prennent en charge la partie recours de réparation sur ce cas d'espèce. Mais si c'est une marchandise qui est reconnue contrefaite, de contrefaçon, automatiquement la législation nationale donc la prend pour la destruction. Nous on dit très bien la destruction, mais la législation a laissé ouvert le champ au juge qui peut donner à titre exceptionnel, quoique je dis maintenant à titre exceptionnel jusqu'à nos jours, depuis l'application de ces mesures aux frontières, il n'y a aucune exceptionnalité sur ce volet. Il y avait toujours donc destruction de la marchandise dès qu'il est reconnu contrefaite.
Et ça, c'est un engagement national, je dirais, du pays vis-à-vis vis-à-vis des conventions internationales pour ne pas laisser une marchandise, je dirais, contrefaite, circuler et bafouer, je dirais, les règles de la concurrence sur le marché. Donc, comme tout à l'heure, il a été cité, si cette marchandise n'est pas contrefaite, automatiquement, la suspension, elle est levée. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intervention d'office. L'intervention d'office. Tout à l'heure, j'avais donné les 3 circulaires, la circulaire de 2006, de 2016 et 2021. Néanmoins, au terme de la loi de finances 2014, il a été introduit un article qui donne attribution à l'administration des douanes d'intervenir d'office sur des cas d'espèces de contrefaçon. C'est un peu difficile, je dis très bien, pour qu'un douanier soit expert pour reconnaître la contrefaçon, mais je dois expliquer succinctement certains éléments qui peuvent justifier comment on peut y agir sur ce volet. Comme vous le savez, lors de la déclaration douanière, vous déclarez un ensemble d'éléments dont les origines, dont la valeur et parfois même certains, je dirais certains fournisseurs qui sont reconnus. Au sein du système d'analyse de risque de l'administration des douanes, nous avons un ensemble d'éléments. Si c'est un fournisseur qui est reconnu comme blacklisté, automatiquement, on a un soupçon à émettre là-dessus. Aussi sur la valeur, on sait très bien que certaines marques de renommée ou certaines marques internationales dont la valeur se situe à certains niveaux min-max, bien entendu, bien définis. Quand vous voyez quelque chose qui pourrait être à 400, 500 dirhams dans le marché international, je dirais le prix déclaré de la marchandise, et là vous trouvez une déclaration à 6 dirhams, 7 dirhams, il y a un grand soupçon qui se lève automatiquement. Et une fois donc qu'on intervient dans ce volet, comme il est expliqué là, l'agent des douanes essaye de contrôler la base de données de l'ANPIC sur les marques. Si elle est enregistrée au sein de l'ANPIC, donc automatiquement il établit ce que j'appellerais moi un PV et il le soumet directement dans ce volet donc au parquet pour qu'il soit à la justice, pour qu'il soit donc jugé. Et ça, ce qu'on appelle généralement une intervention d'office dans ce volet. Donc l'intervention d'office, c'est une troisième qui a donné la main à l'administration des douanes, au-delà de la contrefaçon, donc d'agir en tant que douanier et de faire ce qu'on appelle une contravention douanière contre donc l'intervenant. Donc l'intervention sur la base d'une ordonnance judiciaire, c'est le troisième cas. De toute façon, pour le deuxième cas, je vais revenir tout à l'heure pour en parler pour ce qui est de l'intervention d'office. Sur le côté de sanctions, comment ça se passe et ainsi de suite. Pour ce qui est de l'intervention sur ordonnance judiciaire. Alors, parfois, certains opérateurs, ils se sont déjà présentés auprès de l'administration des douanes, ils viennent directement, ils ont un document de l'ANPIC, bien entendu, mais ils viennent à l'administration des douanes pour dire, s'il vous plaît, je trouve de la marchandise contrefaite qui existe sur le marché et j'ai une information qu'une marchandise arrive par le port ou par l'aéroport. Le service des douanes, normalement, on doit avoir, d'autant plus que lui, il est représentant d'une marque internationale et il est au niveau national. Donc, pour s'assurer de la relation, comme il a été exposé tout au début, entre la marque, la personne mandataire ou la personne qui représente la marque ici au Maroc et le propriétaire de la marque qui est à l'international, c'est des documents qui doivent être fournis et dans ce cas-là, c'est des cas d'espèce qui n'aboutissent pas pour intervenir en matière de lutte contre la contrefaçon dans le cadre des mesures aux frontières. Ce cadre, il a été donc une échappatoire pour essayer d'intervenir dans ce sens et la justice fait un travail remarquable sur ce volet. Il est aussi rapide qu'un dossier qui est déposé pour examen au sein de l'administration des douanes. Donc automatiquement, il va chez la justice et présente en référé certains documents qui justifient un peu ces détails et on reçoit une ordonnance judiciaire transmise à l'administration par un huissier de justice qui dit que vous devez faire le nécessaire pour ce dossier et là on intervient bien entendu pour traiter une information
sur une importation à travers un conteneur, un bateau bien défini, à une date précise, et ainsi de suite, et on fait le nécessaire. Et par la suite, ça revient, c'est comme si c'est un dossier qui était donc présenté auprès de services des douanes, et par la suite, c'est l'intentation en justice durant 30 jours pour essayer donc de démontrer que la marchandise de laquelle nous avons transmis une information ou de laquelle on a ramené une ordonnance judiciaire est vraiment contrefaite et elle contrefait l'autre produit que nous représentons ici au Maroc au nom de notre mandant. Alors là, je reviens sur la question dont on a parlé tout à l'heure de la contrefaçon après la loi de finances de 2014 et que la contrefaçon elle a été érigée en contravention douanière à l'importation, bien entendu, hein, c'est simplement à l'importation. Je rappelle un petit détail. L'intervention de l'administration en matière de lutte contre la contrefaçon et dans le cadre des mesures aux frontières, elle intervient lors d'une importation, lors d'une exportation ou lors d'un transit par le territoire national. Donc les trois, ils sont concernés. Mais là, pour ce qui est de la contravention douanière, elle est seulement pour les cas d'importation et non pas pour les deux autres, bien entendu. Donc l'objectif, c'est doter l'administration donc des moyens juridiques adéquats, permettant donc à l'administration d'être une partie civile lors des poursuites en justice, et ça réprime davantage beaucoup plus ces contrevenants qui importent ces produits contrefaits, et généralement la pénalité, comme il est précisé dans le Code des douanes, elle va jusqu'à 3 fois le montant des droits et taxes de cette marchandise avec sa confiscation bien entendu et sa destruction. Donc ça renforce davantage plus l'action législative de la loi 1797 en mettant davantage plus de poids lourds sur les mains des contrevenants bien entendu et tout ça. Voilà. Donc comme j'ai dit, à la différence de la suspension de la mise en libre circulation concernant l'importation, l'exportation et le transit, l'action répressive en matière donc d'article 285 du Code, l'article 285 c'est celui de l'intervention d'office, elle est donc limitée à l'importation, bien entendu. Alors une fois, donc, ça c'est en quelque sorte des éléments qui présentent les modalités d'exercice de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises contrefaites. Donc, à chaque fois, il y a un procès-verbal qui est établi, hein, c'est-à-dire il faut justifier. Comme étant une administration d'application de la loi, l'application de la loi se fait par des documents, je dirais moi, juridiques, et ce sont généralement les procès-verbaux qui permettent donc de contenir un peu tout, après, bien entendu, constatation de cette contrefaçon et rappel des propriétaires et ainsi de suite de la marchandise contrefaite, et même ceux qui sont importateurs. Donc le titulaire du droit doit produire dans un délai de 10 jours, ça c'est qu'on l'a expliqué, les justificatifs, donc les mesures conservatoires donc exercées pour, ou une copie, bien entendu. D'ailleurs, comme j'avais expliqué tout à l'heure, en 2006, on recevait les documents physiques qui devaient être annexés à la demande. En 2021, nous avons un système érigé en lui-même qui reçoit tous ces documents, bien entendu, en PDF, téléchargés à même le formulaire électronique du site de l'administration des douanes. Donc le titulaire du droit doit produire dans un délai de 10 jours donc les justificatifs et les mesures conservatoires exercées, c'est ce que j'appelle un peu les 10 jours pour donc bloquer la marchandise, une copie donc de la plainte qui a déposée auprès de la justice pour les requêtes, pour recueillir donc les références de son action judiciaire et qui doit être intentée au maximum dans un délai de 30 jours. Donc 10 jours, ça reste une mesure conservatoire, 30 jours, c'est l'intervention dans le fond. Sur cette base, le service dépose sa plainte, et là je reviens pour l'intervention d'office. Hein. Sur cette base, le service dépose sa plainte,
à l'appui du procès-verbal établi et les éléments de preuve recueillis pour la poursuite de l'infraction douanière. Comme j'avais dit, quand il y a une infraction, l'article 285 donne à l'administration des douanes donc de faire des poursuites comme partie civile sur le fait d'avoir importé par la frontière donc une marchandise contrefaite, ce qui est en contre-faux. Voilà. À défaut, les éléments de preuve, il y a lieu d'attendre la suite réservée à l'action en justice intentée par le tribunal. C'est-à-dire quand il y a un article, un jugement comme celui des 10 jours, celui qui est en référé, on doit attendre un jugement autre qui doit donc lui donner une suite. Soit on va lever le blocage ou bloquer et saisir, enfin je veux dire détruire la marchandise contrefaite. Les modalités des saisies de marchandises contrefaites: lorsque le service est en présence d'un produit portant une marque manifestement contrefaite, il y a lieu de procéder à la saisie donc, des marchandises concernées sur la base de l'infraction douanière. La saisie doit reposer sur les éléments objectifs permettant donc, de déterminer le caractère contrefaisant à la marque. C'est vrai, parce que sans ça, nous, on n'a pas d'attribution dans ce volet. Un procès verbal de saisie donc, établi, donc c'est toujours donc, la même chose comme il a été expliqué tout à l'heure. Pour les cas d'espèce, les deux actions préventives et répressives sont engagées. Par l'administration des douanes, c'est répressive, et préventive dans le cadre de l'action de lutte contre la contrefaçon. Le titulaire du droit est informé également à la saisie de la marchandise, et ça c'est très important quand le douanier reçoit donc cette marchandise, donc il en informe les deux, hein, c'est-à-dire la partie saisie. La partie importatrice et la partie donc je l'ai chargée de la protection de cette marque. Enfin chargé de soumettre la demande de protection auprès de l'administration des douanes. S'il y a lieu de recueillir donc du titulaire des droits toutes les informations, vous savez le texte il donne à l'administration des douanes la main pour recueillir toutes les informations nécessaires pour pouvoir donc mettre en œuvre donc l'action de répression. La destruction. Selon les dispositions de la loi 1797, la destruction constitue donc la règle de base, comme j'avais dit tout à l'heure, sauf s'il y a cas exceptionnel, ce qu'on n'a pas rencontré à nos jours depuis 2006. En cas de saisie douanière, le service procède à la destruction de la marchandise, soit sur la base d'un règlement à l'amiable, prévoyant donc l'abandon de la marchandise saisie, soit sur la base d'un jugement définitif émanant du parquet. Dans tous les cas, donc, le service doit en tenir au prononcer donc, des jugements. Donc le service il est toujours informé des jugements qui ont été faits. Il y a un volet rapidement, c'est le volet partenariat pour montrer comment l'administration des douanes agit sur ce volet. L'action de base, c'est la coopération avec l'ANPI qui est de base, et c'est l'autorité nationale en la matière, avec les départements, notamment la justice, le ministère du Commerce et de l'Industrie concernant certaines marques, certaines procédures liées à certains produits, ainsi de suite. Avec les ayants droit, bon, bien entendu, parce que les ayants droit, nous, dès qu'on dépose une demande, c'est comme s'il y a un partenariat qui s'ouvre. Vous savez, l'administration des douanes peut faire un peu le contrôle qu'elle peut faire donc, au niveau de la frontière, mais, comme on dit, ceux qui sont sur le marché en savent beaucoup mieux que l'administration des douanes, parce que un produit pourrait, comme je le dis, je suis représentant d'une marque internationale, et je sais très bien qu'une marque internationale ne doit pas être contrefaite, mais dans le marché, je trouve des contrefaçons. Et on se pose la question, non pas seulement au niveau national, mais même au niveau de la marque à l'international. Et parfois, on trouve certains réseaux de trafic internationaux et on reçoit certaines informations, soit sur des conteneurs, soit sur des opérateurs. Et comme il a été expliqué par Madame Slouhi tout à l'heure, on doit nous donner un peu les soupçons que vous avez sur quelle entité, quelle personne, pour pouvoir agir. Il y a aussi le volet formation. Avec vous, donc vous savez, il y a toute une équipe tout un nombre de formations faites par des opérateurs, importateurs, protecteurs, donc mandataires de marques ou protecteurs propriétaires de marques, qui font des formations pour les services des douanes pour leur montrer comment, par exemple, un produit qui se présente devant eux sur le plan physique pourrait être un produit contrefait avec certains détails
sur ce volet. Sur le plan international, vous savez, et l'Union européenne et les États-Unis, avec qui nous avons des accords de libre-échange et dont la partie, je dirais moi, lutte contre la contrefaçon, ce sont des piliers fondamentaux. Avec l'Organisation mondiale des douanes, avec l'OMPI, bien entendu, à travers l'OMPIC, bien entendu, et avec d'autres États qui ont le même soupçon et avec qui nous avons des échanges commerciaux bilatéraux directs, c'est-à-dire de frontière à frontière. Là, il y a beaucoup de travail sur ce volet pour, bien entendu, contenir, je dirais moi, la contrefaçon qui peut, par exemple, affecter aussi bien le pays que le pays donc avec qui on va. Il y a aussi les opérations de contrôle, il y a des exercices qu'on appelle internationaux, c'est des exercices qui renseignent sur les mouvements qui sont donc organisés soit par Interpol, par l'Organisation mondiale des douanes, par l'Union européenne, par les États-Unis elles-mêmes et ainsi de suite, et à travers quoi on fait des échanges sur une période bien définie pour connaître le trafic concernant un type de produit particulier. Par exemple, on dit les produits textiles, ou on dit les pneumatiques, par exemple. Et on essaie de voir sur ce volet, avec mise d'un accent plus fort dans les contrôles de ces produits, pour savoir si, bien entendu, il y a de la contrefaçon qui touche un peu ce secteur, bien entendu. Et par la suite, il n'y a que la sensibilisation. Tout le monde travaille sur les aspects de sensibilisation pour faire en sorte que la contrefaçon devient une règle de droit dans notre culture, dans notre façon de faire, dans notre façon de consommer, dans notre façon donc d'échanger avec les autres. Et c'est très important. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, nous allons à présent répondre à vos interrogations. Alors, la première question concerne, la première question parle de l'exception pour les articles en petite quantité à usage personnel. Est-ce que les envois pour achat en ligne sont concernés? Si vous voulez. Oui. Les achats en ligne, ils sont tous concernés. Et quand on parle de faible quantité non commerciale, bien entendu, c'est quand vous êtes un voyageur et vous passez comme voyageur au sein de la banque, là, on ne fait pas de contrôle de la contrefaçon. Au niveau du contrôle de la poste, au niveau de l'import-export, tout ça, ça revient automatiquement un contrôle par la douane. Donc, puisque le fait d'acheter, c'est une importation, donc on la prend en charge directement comme importation. Alors, la deuxième question, est-ce que le bénéficiaire d'un droit exclusif sur un dessin ou modèle industriel peut demander la mise en libre circulation, la mise en libre circulation des marchandises incorporant ce dessin ou modèle? Alors, je répète, est-ce que le bénéficiaire d'un droit exclusif sur un dessin ou modèle industriel peut demander la mise en libre circulation des marchandises importées incorporant ce dessin ou modèle? L'exclusivité ne relève pas des attributions de l'administration, ça relève des attributions de la justice. Ouais. D'ailleurs, la loi, pour complément de réponse, la loi, elle était très claire. Donc, il y a les marques, les indications géographiques et les appellations d'origine. Alors, pour les dessins modèles et les autres titres, il y a lieu de voir cette question au niveau des attributions des tribunaux, bien sûr, compétents. Merci beaucoup. Alors, existe-t-il une collaboration directe entre l'OMPIC et l'administration des douanes pour faire respecter les droits de propriété industrielle? Mais bien sûr, on est là. Exactement. Donc, alors, doit-on également soumettre la demande sous format papier au siège de l'administration des douanes? À un moment donné, c'était possible, mais depuis l'apparition de la circulaire sur ce volet et l'éloignement des demandeurs de Tanger, d'Agadir, de n'importe quelle autre ville, ils introduisent maintenant leurs demandes par système. Il ne vous revient donc pas de se déplacer directement à Rabat parce que la prise en charge se fait donc au niveau central. Vous n'avez plus donc cette exigence donc de venir complètement à Rabat et déposer votre dossier. Vous le prenez, vous le scannez, vous le préparez en PDF
avec des octages un peu très peu pour que votre demande puisse passer dans le réseau donc internet et soit donc et arrive donc en bon terme. Et je branche aussi sur une question qui est très importante et ce qui est exigé par nous donc à partir de l'apparition de la circulaire de 2021, qui est un peu une demande qui s'opère à distance, c'est d'insérer aussi ce que j'appelle moi une déclaration sur l'honneur dans lequel vous vous engagez sur l'authenticité, je dirais moi, des documents conformément donc à l'évolution donc je dirais moi des textes législatifs sur le volet des choses un peu non officielles. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec des demandeurs qui trouvent un peu du mal donc à aller à chaque fois Mokataha, Jamaha pour faire un peu des légalisations. Il y a tout un dossier qui parfois pourrait avoir un nombre de pages et chaque page devait être bien entendu légalisée et tout ça. Donc que lui légalise un document, qu'il le laisse chez lui comme étant son document, qu'il le fasse en PDF, en couleur. Par exemple, on essaye donc de l'examiner sur un plan beaucoup plus, je dirais moi, réel. Et vous vous engagez, on vous prend sur parole. Hein. De toute façon, vous vous engagez que ces documents qu'on vous a envoyés, ils sont authentiques. Je ne dirais rien plus que si litige il y a demain, ce sont les investigations qui vont montrer si c'est vrai ou faux, si vous êtes en contre-faux avec ce que vous avez présenté ou non. Donc, nous, on vous prend sur parole, hein, c'est-à-dire que vous faites ce papier, vous le signez, ne le légalisez pas et remettez-le avec tous les documents que vous faites et envoyez-le à travers, je dirais, le formulaire de demande de suspension. Et voilà. Merci. Une question sur la présentation de l'attestation de propriété de la marque récupérée par l'Empik. Donc, oui. Pourquoi il faut la présenter lors d'une demande de suspension. Elle est très importante dans la mesure où celui qui n'a pas donc ce document, donc on ne peut pas s'engager avec lui hein, directement. Peut-être vous allez dire autre chose. Pourquoi ne pas le contrôler en interne? Je dis d'abord, votre engagement vaut quelque chose pour nous. Nous, on est là, à ce niveau. Je ne sais pas moi quel niveau de dématérialisation auquel on arrivera un jour. Peut-être on va se sentir de loin, sans présenter quoi que ce soit. Vous allez me dire, votre parole, je viens présenter, je vous croirai directement et je vous protégerai. Je ne sais pas moi, en attendant ces beaux jours, en fin de compte, on est à un niveau donc de paperasserie un peu la moindre possible, je dirais, avant traitement donc, de vos dossiers. Voilà. Merci. Alors, la question suivante, est-ce que le titulaire d'une marque est obligé de porter une action en justice avant de procéder aux mesures aux frontières auprès de la douane? Oui, dans la mesure où il n'a pas de demande auprès de l'administration des douanes, je dis très bien. C'est-à-dire, nous, pour qu'on agisse, tout à l'heure j'avais expliqué, la première partie, c'est le dépôt au niveau central, dans le service gestionnaire de votre demande, avec tous les documents dans lesquels on va s'assurer, bien entendu, des signataires. Et chaque signataire devait avoir donc la qualité. Cette qualité devait justifier soit par un notaire qui est lui-même certifié à cette qualité de travail, soit est-ce que l'Empik lui a présenté ce document pour, par exemple, dire que effectivement il a déposé ou là il a un droit sur ce volet. Est-ce qu'il a un pouvoir de représentation d'un propriétaire de marque internationale ici au Maroc? C'est tout un dossier qui doit être étudié. Mais si par hasard il arrive des choses et nous on peut pas faire un travail sans passer par cette phase exigée, hein, on peut intervenir directement auprès de la justice et donner le maximum de dossiers sur ce volet. Hein. La justice, une fois elle prendra votre demande donc, positivement, elle établira ce qu'on appelle une décision judiciaire, une ordonnance, hein, qu'elle va être présentée au service. Alors, elle ne va pas être présentée au service central, elle va être présentée au service au niveau de là où vous sentez qu'il y a la contrefaçon. Je dis très bien. Vous avez une information sur l'avènement d'une marchandise par un bateau qui vient d'un pays par le port de Casablanca. Donc, vous allez présenter cette ordonnance directement
à l'ordonnateur des douanes au niveau du port de Casablanca. Si c'est à Tangemed, vous allez le présenter à Tangemed. Si c'est à Agadir, vous allez le présenter à Agadir. Et parfois, cette action, donc cette action remplace dans la mesure du possible que votre dossier n'est pas déposé auprès des services des douanes pour intervenir. Et le juge qui établit l'ordonnance suite à votre demande directement auprès de la justice, il la prend en charge parce qu'il sait très bien que sur le plan de la responsabilité, c'est sa responsabilité vis-à-vis de vous pour l'intentation dans le fond, dans votre dossier, une fois la contrefaçon retrouvée. Voilà. Merci. Alors, question suivante. Est-ce que les interventions d'office peuvent avoir lieu suite à la dénonciation des tierces? Oui. D'accord. Les dénonciations, il faut, ça rejoint la question précédente. Il faut d'abord avoir un avis sur la contrefaçon. Soit vous avez un dossier auprès des services des douanes, qui est déjà déposé, une demande de suspension de la mise en libre circulation des marchandises contrefaites, soit vous avez une ordonnance judiciaire. Vous voyez, alors, la question de l'information, que j'avais expliqué, et Madame Slouhi vous en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous avez dans le formulaire un ensemble d'éléments à mettre, vous avez une partie dans laquelle vous pouvez mettre un peu, si vous soupçonnez un opérateur, par exemple, vous êtes sur Casablanca, vous avez trouvé de la contrefaçon à Tanger. Les opérateurs, les sociétés, ils examinent un peu, je dirais moi, la réalité du marché, comment il est fait. Et il dit très bien, à Tanger, on sent qu'il y a beaucoup plus de ces produits. Et ils cherchent, parfois ils ont un nom. S'ils ont un nom, qu'ils nous le donnent. Nous, on va le surveiller. Dès qu'il y a une importation, on va faire notre contrôle. Mais il faut que vous ayez un dossier déposé auprès des services des douanes. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Donc, une question sur le nombre de demandes de suspension qui sont reçues par an, par année, chaque année, par l'administration des douanes. Le nombre de demandes, ça arrive à 800, ça arrive à 800, ça joue entre 600 et 800. Cela dépend. Parce que sur ces 600-800, il y a certains dossiers qui arrivent incomplets et sans compléter par la suite. Il y a des dossiers qui arrivent, qui sont déposés dans le système, bien entendu. On répond que votre dossier a été pris en charge, il est incomplet, veuillez compléter par les documents tel, il ne revient plus. Il y en a certains qui font une demande sans ramener de documents. Donc, quand on exclut généralement ce qui n'est pas recevable de ce qui est recevable, on tombe généralement à 700, aux environs 700. Je vous donne exactement en 2023, nous avons reçu 692 ou 62 692 dossiers, demandes, et nous avons travaillé 632. Donc 63, quelque chose comme ça, 63. Ils n'ont pas donné suite à la demande de complément de dossier. Voilà. Merci. Et pour le délai moyen de traitement, c'est une question qui a été posée. Déjà, on a cette attribution de gérer un dossier à ne pas dépasser, on parle toujours des mesures, ne pas dépasser 30 jours. Un dossier lui-même, à le traiter et ainsi de suite, ça peut prendre 1-2 jours lui-même, si on travaille dans l'absolu. C'est-à-dire, je n'ai que ce dossier, je vais travailler. J'aurai toute l'horaire du travail de 8h à 16h30 à faire ce travail. Je peux le finir le même jour, sinon demain matin je le finis. Mais eu égard à la pile de documents tels qu'ils sont proposés, vu le nombre, vu parfois les caractéristiques de certains types de produits auxquels certains détails, et je dis très bien, nous ne sommes pas, on est en francophone, arabophone, nous sommes d'une génération qui demeure un peu anglophone. Il y a parfois des documents qui sont anglophones ou hispanophones. Et on exige des fois soit des traductions, mais l'anglais, on ne nous donne pas les traductions. Parfois, on lit, on donne aux collègues de voir un peu la vision, comment elle est, et ainsi de suite. Et parfois, on se trouve dans des délais par-ci, par-là qui avoisinent. Mais quand je vous dis ne pas dépasser 30 jours, au 17e, 18e jour, généralement, je signe les décisions. Au 16e, 17e jour, je signe les décisions. Voilà. Sauf à des moments bien définis où on est en congé, par exemple. Il y a plus de panoplie qui vient, plus de demandes qui viennent.
et on n'a pas de ressources qui vont traiter. D'ailleurs, je vous dis, il n'y a que madame qui travaille directement sur le traitement de vos dossiers, bien entendu, et moi, je suis par la suite pour la vérification et la signature, bien entendu. Nous sommes deux sur ce volet, et jusqu'à maintenant, sur la question des délais, nous n'avons pas eu de réclamation ni de suite, quoi que ce soit. Par contre, on reçoit certaines demandes de certains opérateurs qui viennent nous dire s'il vous plaît, je voudrais déposer cette demande parce que la semaine prochaine, il va y avoir une marchandise qui va arriver. Comment ça, vous avez une marchandise qui va arriver? Quand on prend un peu les informations pour asseoir la question de renseignement, on trouve qu'il a que les soupçons ou parfois il veut avoir, par exemple, une décision sur ce produit, sur cette marque. Voilà. Merci beaucoup. Donc, une autre question, ça concerne les différentes interventions. Donc, intervention, en fait, il veut avoir plus de détails concernant la différence entre intervention sur la demande, intervention d'office et intervention sur la base. Donc, voilà. Donc, quelle est la question sur vous voulez? Trois types d'interventions. Alors, s'il vous plaît, nous n'avons pas bien saisi la nuance entre les trois types d'intervention. Donc, sur demande d'office et sur ordonnance judiciaire. Voilà, donc la loi 1797, la législation sur la lutte contre la contrefaçon. D'accord? C'est la loi 1797. Hein? Elle a mis un chapitre 7 qu'on a appelé les mesures aux frontières. Ces mesures aux frontières donnent attribution à l'administration des douanes à instruire la lutte, enfin je vais dire à faire de l'action de lutte contre la contrefaçon à la frontière, comme ce sont écrits mesures aux frontières. D'accord? Alors comment on doit agir? La loi, le décret d'application, l'arrêté co-signé par le ministère des Finances et tout ça, donc donne à ce que le service des douanes doit le faire selon une démarche. C'est cette démarche qui était contenue dans la circulaire de 2006, qui a évolué vers celle de 2016, qui a évolué vers celle de 2021. D'accord? Alors, de tout ça, comment on agit, nous? On agit soit sur un dépôt de dossier, c'est la première, vous avez bien dit, soit on n'a pas de dossier et vous voulez agir dans le fond parce que vous ne voulez pas que cette marchandise échappe au contrôle et rentre dans le marché parce que nous, on ne va pas faire quelque chose et elle n'existe pas dans nos bases de données et on ne va pas pouvoir la contrôler, vous allez chez le parquet, en référé, la justice en référé, le juge, qui va vous donner une ordonnance, c'est-à-dire un jugement dans une ordonnance judiciaire, que vous allez donner, soumettre directement par un huissier de justice au service des douanes dans le point vulnérable, soit Casapos, soit Tanger, soit Nador, soit Agadir, je ne sais pas où. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une deuxième une manière de faire. L'autre, vous nous avez soumis, et c'est nous qui travaillons ça en interne. Dans ce cas-là, vous ramenez une ordonnance et vous la donnez au juge qui donne ordre au service des douanes, la partie du ressort, pour qu'il fasse le contrôle de ce qui est demandé dans la demande. Troisième point, l'administration des douanes s'est vue un jour faire tout un travail, tout un effort. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a dit, et ce fraudeur, ce contrevenant qui passe par la frontière. Et le travail de prédilection de l'administration des douanes, c'est de faire le contrôle aux frontières des marchandises. C'est pourquoi nous avons fait ce qu'on appelle la DUM, la déclaration uniforme de marchandises. S'il y a des normes, on doit ramener un peu des autorisations. S'il y a des licences, il faut ramener des licences. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui est préalable à toute importation, c'est-à-dire faire une déclaration auprès des services des douanes. Donc celui qui a fait une déclaration avec des éléments erronés, il doit payer. Il doit payer de ses erreurs. Et ces erreurs, c'est le fait de ne pas bien déclarer et de déclarer faussement les données. C'est-à-dire, j'ai de la marchandise contrefaite, d'accord? Ou la douane. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que nous, on veille sur ce volet parce que notre métier de prédilection, c'est le passage à la frontière. Et nous avons deux missions très importantes à la douane. C'est la protection de l'économie, et la protection du consommateur. Si vous allez ramener une marchandise contrefaite, vous allez l'introduire. Je rappelle le problème des chauffe-eau de gaz, par exemple. Je rappelle certaines sandales qui ont un peu créé ce qu'on appelle des cas de brûlure sur les pieds des utilisateurs et ainsi de suite. Ça, c'est comme si ça échappe généralement
à la protection des consommateurs. Et c'est de cette manière que l'administration des douanes, dans la loi de finances 2014, elle a introduit l'article 285 pour qu'elle intervienne d'office. D'office, quand elle a les éléments qui plaident pour une marchandise comme étant elle est contrefaite. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vu le temps, donc, nous allons prendre 3 ou 4 dernières questions avant de clôturer. Alors, la question, est-il possible de modifier les informations ou les statuts concernant le titulaire du droit ou son mandataire tout au long de la demande en cours? Et si oui, comment procéder? Vas-y, madame. Alors, au moment de la création de la demande, donc tous les éléments qui doivent être enregistrés sur le système doivent être des éléments qui sont authentiques. Lorsqu'il s'agit d'une modification d'éléments, c'est-à-dire qui concerne la marque, uniquement la marque, on a la main de pouvoir les modifier. Par ailleurs, ce qui concerne le mandataire ou bien les informations concernant le titulaire de la marque, ceci, donc, on est dans l'obligation de devoir recevoir de votre part une demande qui justifie le changement de statut, pour pouvoir donc justifier sur le système la modification du titulaire ou bien du mandataire. Merci beaucoup. Alors, la question suivante, alors, ça concerne le volet de bonne foi de la personne. Qui peut l'évaluer? Est-ce que c'est le juge ou l'agent des douanes? Alors, la bonne foi, normalement, c'est au niveau des tribunaux. Tout à fait. Voilà, vous avez raison. Donc, j'allais expliquer que lors du dépôt d'une demande, on vous prend toujours de bonne foi, jusqu'à preuve de contraire. Quand le contraire apparaît, c'est la justice qui tranche. Donc, c'est la bonne foi, c'est la justice qui la tranche. Nous, on vous prend de bonne foi dans les documents. Mais les documents, ils doivent être harmonieux, hein, je le dis très bien. Les données, les éléments, c'est comme la DUM, hein, c'est-à-dire vous avez 44 cases, on étudie les 44 cases, hein, c'est-à-dire on ne prend pas la DUM, la marchandise, la valeur, et ainsi de suite. 44 cases, ils sont analysés. C'est la même chose quand vous déposez, tout document et toute partie d'un document, elle est étudiée, analysée, et qui doit être, bien entendu, en concordance avec les éléments qui existent dans d'autres documents, bien entendu, administratifs. Et le rassemblement de tout ça, il nous donne cette attitude donc d'accepter ce dossier. C'est la bonne foi que nous avons, d'autant plus que vous avez un engagement. Vous savez, sur le plan du monde des affaires, c'est les engagements qui expliquent, enfin qui motivent la foi ou non. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour vos dossiers, une fois déposés, bien entendu, tous les documents que nous avons, et si on a un doute quelconque, on revient vers vous pour vous dire de nous ramener tel autre document. Peut-être ça peut ne pas exister dans les documents que vous allez trouver dans la première circulaire, dans lequel on a énuméré ce que j'appelle les pièces. Quand vous allez déposer, on peut vous demander quelque chose d'autre qui n'existe pas là-bas, et qui, pour motiver, bien entendu, notre curiosité. Après quoi, on vous prend sur parole, bien entendu, avec votre engagement sur l'honneur concernant l'authenticité des documents que vous nous avez soumis. Le revers de la pièce, une fois un litige venu, vous êtes entre les mains de la justice. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. La douane exécute la décision de justice ayant force de la chose jugée ou avant d'avoir la force exécutoire? Je répète, la douane exécute la décision de justice ayant force de la chose jugée ou avant d'avoir la force exécutoire. Si j'ai à expliquer, parce que c'est un langage beaucoup plus juridiste, je ne dirais pas moi juridique, mais je dirais juridiste, dès qu'on reçoit une sentence judiciaire, elle est automatiquement exécutée de la sorte. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Donc, vu le timing, donc on ne pourrait pas répondre à toutes les questions. On ajoute une autre. Ouais. Une dernière. Ouais, d'accord. Donc, c'est la coopération. Voilà, c'est une question concernant la coopération entre l'OMPIC et l'administration des douanes. Je vous laisse, madame. Ouais. Non,
Madame Adnani. Ah oui. Alors, comme l'a bien présenté, c'est Khomsi, donc il y a un planning de coopération Tout à au fait. niveau des procédures, au niveau des formations avec les autres intervenants en matière de protection et d'application des droits en matière de lutte contre la contrefaçon. Donc, il y a des échanges entre les deux administrations et les deux établissements, bien sûr. Au niveau national et parfois même au niveau avec des partenaires internationaux pour voir un peu la mise en œuvre de ce cadre juridique qui est instauré par la loi 1797 et par les traités internationaux bien sûr, et l'harmonisation est rehaussée sur au niveau international avec les bonnes expériences des autres pays, des autres administrations au niveau international, sur différents continents, bien sûr. Vous veillez aussi au renforcement de capacité des agents des douanes en matière, je dirais, moi, dans les ateliers et séminaires de formation. Des formations. Je donnerai une autre manière donc, de coopération, je dis. Je reçois parfois ces documents dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle ces attestations de l'AMPIC. Quand on voit qu'une attestation, on doute des éléments qui y sont contenus, on leur envoie et on leur dit « Nous avons reçu d'un opérateur qui a déposé sa demande auprès de nous. Est-ce que cette attestation, vous l'avez bien entendu délivrée comme telle ?» Ils nous disent bien entendu oui ou la non ou la n'importe quoi. Ça, c'est une coopération opérationnelle directement sur la prise en charge des demandes de protection de mise en libre circulation. Alors, merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à tous les intervenants et participants de s'être rendus disponibles. Notre événement, encore une fois, donc, sera accessible par la suite en rediffusion à travers les pages de l'OMPIC sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les consulter. Et merci encore une fois d'être joints à nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et au revoir dans le cadre d'un prochain webinaire. Merci beaucoup. En vous remerciant aussi de la douane, j'attendrai vos demandes auprès des services à Rabat. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Merci.